Les cafés théologiques avec le Père Christophe Burette. Chers amis, je vous salue bien. Soyez les bienvenus dans ce 195e café théologique à la paroisse Saint-Pierre-du-Port. Bon appétit à tous ceux d'entre nous qui déjeunent. Et c'est bien sûr une joie de saluer aussi nos auditeurs de la radio Espérance FM et de la web radio Miséricordia qui nous rejoignent. Aujourd'hui, habituellement nous appelons ça les cafés théologiques. Aujourd'hui nous pourrions appeler notre entretien un café philosophique. En effet, nous avons beaucoup de joie à accueillir une religieuse, sœur Gilles Aimé VI, qui est membre de la congrégation de l'Immaculée Conception de Castres. Elle est docteure en philosophie. Sœur Gilles Aimé enseigne la philosophie ancienne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au centre Saint-Augustin de Dakar également. Le centre Saint-Augustin, vous le savez, chers amis, c'est le lieu de formation des futurs religieux, mais aussi futures religieuses, mais aussi il a en son sein l'Institut de théologie des laïcs. C'est un beau centre de formation qui se trouve implanté auprès de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Et c'est donc également là, dans ce cadre, qu'enseigne la philosophie ancienne sœur Gilles Aimé VI. Elle anime aussi bien sûr des séminaires et surtout, nous le reverrons tout à l'heure, elle vient de publier un ensemble tout à fait remarquable de 4 ouvrages, ou plutôt un bel ensemble qui s'intitule « Penser la philosophie de Plotin en 4 tomes » et c'est de cela qu'elle va nous parler aujourd'hui. La philosophie, penser la philosophie de Plotin, et sœur Gilles Aimé vous le dira bien mieux que moi, elle intitule son entretien « Entre rationalité et spiritualité ». Ma sœur, c'est une grande joie de vous accueillir dans le cadre des cafés théologiques. Soyez la bienvenue pour nous éclairer sur cette belle figure de la théologie, c'est le IIIe siècle, Plotin qui va beaucoup influencer la pensée chrétienne. C'est vous, ma sœur, qui allez nous l'expliquer, si vous le voulez bien. Merci Père Christophe, merci surtout de l'invitation à partager le fruit de ma recherche sur l'ouvrage « Penser la philosophie de Plotin » ou comme j'ai eu à l'adapter à l'auditoire, « Plotin entre rationalité et spiritualité ». Car quand nous parcourons l'ensemble des ouvrages de Plotin, nous voyons une figure emblématique qui navigue entre la pensée, donc rationalité, et spiritualité. Je réponds donc au nom de sœur Gilles Aimé VI. Je suis religieuse de la congrégation des sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, appelée encore Sœur Bleue, en raison de notre habit. Et actuellement, je suis directrice de l'institution Immaculée Conception, ici à côté. Voilà, bravo, le Père est tout content. Donc, nous sommes des voisins avec le Père Christophe. Et donc, c'est un devoir aussi de venir partager tout simplement avec vous ce que l'Esprit m'a inspiré dans la lecture et l'approche des Énéades. Les Énéades constituent l'ensemble des ouvrages de Plotin. Alors j'ai intitulé l'œuvre « Penser la philosophie de Plotin » articulée en 4 tomes. Alors cet ouvrage nous plonge dans une recherche, m'a plongé en tout cas dans une recherche exigeante de l'histoire de la pensée philosophique ancienne. Donc on constate que depuis des lustres, il y a beaucoup de difficultés liées à la recherche de la philosophie antique. Alors c'était pour moi un défi de faire revivre cette philosophie en la lisant à partir des grandes figures que sont par exemple Socrate, Platon, Aristote. Alors dès lors, pour moi, produire une œuvre à l'instar de tous ces philosophes
de renom, méritaient une attention toute particulière et j'ai essayé de m'y pencher. C'est pour dire que ces ouvrages sont de nature à guider l'être, donc nous, vers la quête initiale de notre existence terrestre qui nous propulse vers le non-être ou vers le super-être. Quête de notre existence d'être terrestre vers le non-être ou le super-être. Dans le tome 1 que vous avez là, vous pourrez voir à la fin de mon entretien, il y a le tome 1 qui se donne pour objet l'examen de la philosophie de Plotin, qui est un gréco-romain de l'Antiquité tardive. Alors cet examen s'accompagne, eu égard aux différents thèmes développés dans les Énéades. Je répète encore une fois que les Énéades constituent l'ensemble des ouvrages écrits par Plotin. Dans ce tome, je fais l'étude des 54 traités. Chaque Énéade a 9 traités. Ils sont au nombre de 6, ça fait 54 traités. Et j'ai essayé de mettre en évidence l'originalité de la pensée de Plotin à partir de Socrate, de Platon et d'Aristote. L'originalité de sa pensée, parce que Plotin se définit comme un interprète des anciens, ces anciens étant Socrate, Platon et Aristote. Donc c'est un grand interprète. Alors, en quoi réside l'originalité de la pensée de Plotin? C'est d'abord dans la saisie de la réalité globale. Et cette réalité globale, il la scinde en deux. Nous avons une réalité suprasensible et une réalité sensible. Dans la réalité suprasensible, nous avons 3 entités fondamentales qu'il appelle hypostases. Hypostasis, du grec, ce qui vient en dessous d'eux. Mais nous sommes en métaphysique, en philosophie, en théologie. Ce qu'on va appeler hypostase du point de vue métaphysique, ce sera la réalité ou le principe premier, le principe fondamental. Et ces hypostases qu'on dit être les principes premiers sont au nombre de 3. Nous avons l'un avec I majuscule qui va nous renvoyer à Dieu. Nous avons l'intellect ou l'intelligence. Ensuite, nous avons la psyché en grec qui signifie âme. Donc pas dans la science expérimentale de la psychologie, mais la psychologie dans la perspective philosophique, c'est l'étude de l'âme. Alors, il y a la réalité suprasensible avec ces 3 entités que je viens de décliner, et il y a la réalité sensible dans laquelle nous, êtres, nous sommes engagés. Nous, êtres humains, nous sommes engagés. Nous sommes dans la réalité sensible, appelés à rejoindre la réalité suprasensible. Donc vous voyez que dans ce premier tome, avec les Énéades, nous avons une vue globale et une vue globalisante de la philosophie plotinienne, avec de Dieu jusqu'à l'homme engagé dans la réalité terrestre. Plotin est appelé le pourfendeur du néoplatonisme, c'est-à-dire du nouveau platonisme. Donc la philosophie de Plotin, parce que dans un certain sens, il y a des choses qu'il va vraiment mettre à l'écart pour donner une approche, une touche personnelle. Et en cela, il va aborder par exemple la question du beau. Le beau physique, d'accord, mais aussi le beau intellectuel, le beau spirituel. Il va aborder quoi encore? Il va aborder l'union de l'âme et du corps, tout comme la séparation de l'âme et du corps. Il va aborder beaucoup de problèmes éthiques, techniques, etc. Et nous aurons la possibilité de comprendre les divergences, les ruptures et les convergences qu'il a avec ses prédécesseurs. C'est ici, dans ce premier temps, le moment de dire que l'approche philosophique de Plotin est à la fois théoria et praxis. Théoria parce que c'est la théorie, ce sont des spéculations, cela touche au firmament de l'être considéré comme non-être ou super-être. Praxis, nous spéculons.
Ça touche aussi au domaine des hypostases, nous avons vu tout à l'heure. L'un, l'intellect et la psyché. Ça touche à l'explication du destin, des idées, de la providence. Tout ce qui touche aux réalités eschatologiques, donc après la mort, post-mortem. Donc nous venons de voir quelle est une philosophie théorique, mais aussi une philosophie pratique, dans la mesure où les questions éthiques sont abordées vraiment avec beaucoup de lucidité. L'homme, les vertus, la relation à autrui. C'est l'homme engagé dans la réalité terrestre. On parle du bonheur, on parle du bien dans ce sens pratique de la chose, de l'amour, de la liberté et de la volonté. Donc toutes choses qui conviennent ou qui sont imputées à l'homme. Et par son rayonnement pratique, cette philosophie touche à toutes les sciences humaines. Donc la philosophie plotinienne retenue, elle est à la fois une philosophie théorique et une philosophie pratique, touchant aux réalités suprasensibles et à celles sensibles. Alors, il a été difficile pour moi d'épuiser l'auteur dans ce premier tome à travers les 54 traités des Énéades. Et bon, j'ai continué ma recherche et j'ai dit, bon, je vais développer les limites un peu de cette pensée des 54 traités en les approfondissant de manière un peu plus personnelle. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le deuxième tome que j'ai intitulé « Visée argumentative des traités ». Visée dans le sens de sens, qui le sens peut signifier à la fois la direction et aussi la signification. Donc visée argumentative, donc visée dans le sens de sens, où est-ce que Plotin veut nous mener, mais aussi dans la signification de toutes les thématiques qui ont été développées dans le deuxième tome, qui s'intitule encore Visée argumentative des traités. Dans ce deuxième tome, c'est toujours, je m'appuie toujours sur les écrits de Plotin. Et j'ai vu qu'il y a eu un changement de perspective. J'ai voulu le changement de perspective plutôt, parce que j'ai essayé de donner une interprétation personnelle par rapport par exemple à la conception plotinienne de la transcendance, notamment la philosophie de l'un, de l'intellect, l'esprit, l'intelligence, de l'âme et des relations que ces hypostases entretiennent entre eux. Donc le tome 1 et le tome 2, c'est vraiment la même approche, mais l'autre, dans le deuxième, je fais une approche personnelle, une approche herméneutique. Et j'ai vu qu'il y avait une originalité insoupçonnée chez Platon, mais il y avait aussi des limites de sa pensée. Et c'est ça qui est intéressant dans une recherche. Nous sommes face à un auteur, on étudie sa pensée, mais il ne faut jamais être d'accord, sinon on n'est même pas philosophe. C'est ça, la philosophie consiste en la remise en question. Il faut soi-même apporter sa touche personnelle. Alors j'ai développé en profondeur les traités, j'ai mis en exergue la pensée pérenne à partir des autres auteurs. Je suis arrivée à un moment où dans je peux continuer. Voilà. Donc l'interprétation personnelle où je me suis heurtée à la figure de l'homme. Et c'est cette dimension que je n'avais pas bien cernée chez Plotin. Et j'ai dit non, tous ces thèmes, la providence, les idées, le bonheur, la liberté, sont articulés autour de la réalité qu'est l'homme. Et c'est ainsi que j'ai vraiment essayé de mettre en place la figure de l'homme, liée, que j'ai reliée, que j'ai articulée au thème de beauté,
du suicide, du mal, parce que ce sont des réalités qui touchent l'homme dans son essence, dans son acte d'être et dans son acte d'avoir en vue d'un devenir meilleur. Alors tous ces visées argumentatives sont représentés dans une synthèse dynamique où des thèmes, des dimensions sont encore repris et qui sont des points de doctrine fondamentaux. Là, dans le deuxième tome, il y a plusieurs thématiques, mais ces thématiques, j'ai essayé de les regrouper dans des points de doctrine fondamentaux. Et c'est dans ce sens que je me suis proposé d'étudier la doctrine de Plotin dans ses aspects fondamentaux, la doctrine plotinienne que vous retrouverez au niveau du tome 3. Donc le tome 3, c'est vraiment l'étude des points de doctrine fondamentaux de la pensée de Plotin. Alors, ce troisième tome de portée philosophique, le tome 3, l'est aussi par sa capacité purement psychologique, parce qu'on aborde d'une manière très longue, très profonde, la problématique ou la question de l'âme, la psyché. Il y a beaucoup de questions théologiques qui sont abordées. Quand on étudie en profondeur la théorie des hypostases, c'est vraiment des aspects théologiques. Phénoménologiques, parce qu'il y a le monde où la réalité est sensible. Anthropologique, parce qu'il y a la dimension de l'homme qui est esquissée à peine et que j'ai essayé d'approfondir dans le tome 2. C'est aussi par sa dimension métaphysique, même quand on parle de l'homme, métaphysica, ce qui est au-delà du sensible, qu'on ne peut pas toujours appréhender par les sens et les sensations, par sa capacité éthique et sociologique. Donc vraiment, c'est autour de ces différents aspects que j'ai regroupé les points de doctrine de Plotin. Donc aspect phénoménologique, anthropologique, psychologique, philosophique bien sûr, etc. Alors pour moi, j'ai trouvé que c'était une proposition très originale parce que c'est là que se clôt le vrai discours de l'Alexandrin, parce qu'il est né en Alexandrie et quelque part, nous autres Africains, quand on parle de la philosophie africaine, existant ou n'existant pas, mais maintenant ce type de discours ou de discussion est terminé. On reconnaît qu'il y a une philosophie africaine, il y a des Africains qui ont philosophé, mais de quelle manière? L'essentiel, c'est de rentrer dans les chaînes de la pensée philosophique. Et donc, il faudrait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvions avec beaucoup de sympathie, d'amour et de charme autour de Plotin en tant qu'Africain. Plotin voulait, j'ai voulu montrer dans ce troisième tome le chemin que Plotin nous indiquait et qui nous mène à l'union intime avec Dieu. On a dit Plotin entre rationalité et spiritualité. Éclairé d'une lumière divine, parce que Plotin avait eu des extases dans sa vie, parce qu'il ne voulait rien savoir du corps, de la corporéité, du sens, du sensible et des sensations. Il ne voulait même pas qu'on fige son portrait quelque part, et parce que tout simplement, lui, la réalité sensible n'avait pas de valeur à ses yeux. Ce qui avait sens et valeur aux yeux du cher Plotin, c'est bien le monde suprasensible. Et donc, il avait des extases, parce que tout le temps, il était en contact cérébral, intellectuel, spirituel, rationnel avec le divin. Il cherchait toujours à s'élever vers l'être, cet être que j'appelle le non-être ou le super-être. Voilà. Difficile à cerner, à saisir. Hein. Alors, et il a donné des voix, Plotin, et ces voix, on les retrouve dans le banquet de Platon. Platon a écrit un livre intitulé Le Banquet. Et il indique les voies pour s'acheminer vers le divin, vers le Dieu. On ne dit pas vers Dieu, il ne dit pas vers Dieu, mais il dit vers le Dieu, qui est le Dieu des philosophes. Donc, il cherche à nous indiquer les voies et moyens qui nous mènent à l'union avec l'un. L'un, c'est le Dieu plotinien. Mais il ne dira jamais un. Il ne dira jamais Dieu plutôt. Ce sont les interprètes, c'est l'herméneutique plotinienne qui parle de Dieu.
Mais lui, jamais il ne dit, il n'a jamais prononcé, dans ses textes directs, il n'a jamais prononcé le mot Dieu. C'est l'un. Mais cet un avait les mêmes attributs, les mêmes qualificatifs que Dieu. Donc, et cette union faisait, le désir de cette union avec Dieu était l'objet de toutes ses recherches. S'unir à Dieu. Mais sa pensée ne se réduit pas à un mysticisme, parce que tout simplement son aspiration est soutenue aussi par une explication rationnelle de la réalité. Il a essayé d'expliquer, parce que même on peut comprendre Dieu du point de vue intellectuel. C'est vrai qu'à un certain moment, la raison s'achoppe, parce qu'on ne peut pas tout comprendre de Dieu, ce n'est pas possible. Le jour où l'on comprendra Dieu, Dieu ne sera plus Dieu, c'est l'homme qui sera Dieu. À un certain moment, le mur est là devant nous, et c'est là que l'acte de foi a sa raison. Mais on peut entrer dans la compréhension de l'homme. Alors, dans ce troisième tome, on développe en profondeur l'un de qui on ne peut rien dire. Et pour expliquer cela, il va parler de la théologie négative. Parce que nous disons Dieu est amour. Lui, il va dire Dieu n'est pas méchant. Parce que dire même que Dieu est amour, c'est avec des chaînes, un langage proprement humain. Je dirais même un langage bassement humain. Nous disons Dieu est amour, Dieu est bon. Lui, il va dire dans la théologie négative, Dieu n'est pas méchant. Parce qu'il a du mal à cerner la divinité. Cet un-là, il est absolu, il est à l'origine de tous les êtres, il a toutes les perfections possibles. Et quand un principe premier, un principe suprême, reste dans la perfection, elle doit abonder, elle doit donner naissance à. Et c'est ainsi que l'un plotinien va donner naissance à l'intelligence ou l'intellect, deuxième hypostase. Tout ce qui arrive à perfection doit féconder. Et c'est ainsi que le parfait des parfaits va engendrer l'intelligence. Alors, cet un est un, c'est un. Simple, il n'y a rien à dire de lui. C'est extrêmement fort. Quand on étudie un peu la théologie de Plotin. Normalement, si on respecte les institutions de notre cher Plotin, on ne devrait rien dire de Dieu. Parce que tout ce qu'on dit de Dieu, on a fait un être double. Il y a le sujet et l'objet, la pensée et l'objet de la pensée. Non, on ne peut pas. Dieu est. Ou bien il dit l'un, un. Et tout ce qui vient après lui tombe dans le multiple. C'est ainsi que l'un qui dérive, c'est ainsi que l'intelligence qui dérive de l'un n'aura plus cette unité. On va l'appeler une unité multiple. Parce qu'il y a une certaine dégradation qui commence déjà. De l'un, on arrive à l'intelligence. Et donc, cette intelligence porte quelque chose de l'un. C'est quoi? C'est son unité. Mais puisque ce n'est pas un être parfait, ben, il y a une dégradation et ça tombe dans le multiple. Et quand on étudie la philosophie du manière générale, on verra que ce n'est qu'une question des rapports entre l'un et le multiple. Toute la philosophie, c'est ça. On s'interroge l'un, le multiple, l'un, le multiple. Et dans la philosophie plotinienne, c'est très caractéristique. Donc, et l'intellect qui sert de modèle à tous les autres êtres, y compris vous et moi, les tables, les fleurs, le vent, etc. On est dans le domaine du multiple. À un moment, va se contempler elle-même. L'intelligence se contemple. Et se contemplant, elle oublie les êtres multiples. Et elle repart vers l'un. Et elle acquiert une certaine perfection. Et à ce moment, elle engendre. Rappelez-vous, tout ce qui arrive à perfection doit donner naissance, doit donner vie, doit engendrer. Et en se contemplant elle-même, l'intelligence va engendrer l'âme. Alors j'avais fait en DA, j'avais fait une étude sur la psychologie de Plotin, parce qu'en lisant ces textes, je vois une âme très agitée. Ne restez pas en place. Parce que l'âme, c'est la troisième entité, la psyché, et elle voyageait entre le sensible, entre le suprasensible et le sensible. Elle était très libre, très autonome, c'était difficile de la maintenir en place.
Alors, il y avait une tension intellectuelle en Plotin. Cette âme, qui est une entité du monde intelligible, qui doit séjourner dans le monde intelligible, se dégrade de plus en plus par rapport à l'un. Rappelez-vous, l'un, l'intelligence ou l'intellect et l'âme. Et donc, encore, elle a moins de perfection. Alors, cette âme, ce voyage entre les deux sphères, je l'appelle l'âme voyageuse entre les deux sphères. Libre, autonome. Alors, on parle de péché qui aurait occasionné la descente de l'âme dans le sensible. Et là, nous venons à la deuxième réalité. Mais une fois que l'âme est descendue dans le sensible ou dans les corps sensibles, elle a eu la nostalgie de la réalité suprasensible. Elle s'est dit non, ici c'est l'imperfection, il faut que je retourne. Et on parle de conversion. Le concept existe en philosophie et nous l'avons dans la religion catholique. Donc elle doit se convertir et remonter vers le suprasensible. Il y a deux mouvements, si vous voyez, il y a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est celui de la descente. L'autre, c'est celui de la remontée. Et ça, c'est une réalité que nous avons, nous autres. Nous venons, nous descendons de Dieu et nous remontons à lui. Et donc, là, en l'âme, nous voyons une homonyme. Remonter, descendre, mais par le biais de la conversion. Il faut se convertir, il faut se départir de la réalité sensible. Parce qu'il faut remonter à l'un. La finalité, c'est l'union. Rappelez-vous, c'est l'union intime avec l'un. Alors, pour avancer un peu, nous arrivons au quatrième tome. Alors, dans ce quatrième tome, j'ai mis en évidence les interprètes antiques, médiévaux et contemporains de la pensée plotinienne. Où Platon a-t-il puisé toute sa philosophie? On a vu Socrate, Platon, Aristote. Qu'est-ce qu'il a pris de lui? Essentiellement, la thématique de la morale avec les vertus. Avec Socrate, ce qui dit l'homme n'est pas méchant, ou s'il l'est, c'est par méconnaissance. Ce qu'on pourrait rétorquer à Socrate, c'est-à-dire qu'on peut bien tenir les tenants, qu'on peut avoir les tenants et les aboutissants de la chose, donc connaître et pécher et faire le mal. Donc on peut faire le mal en toute connaissance. Donc limite de la pensée pré-Socrate, de la pensée socratique. Nous avons l'ontologie, l'étude de l'être. L'être dans la réalité sensible, ou l'être que j'appelle le non-être ou le super-être. Nous avons les interprètes médiévaux. Et là, c'est intéressant parce que nous avons Saint-Augustin qui a beaucoup puisé dans la pensée plotinienne. Et les hypostases, la théorie des hypostases, Saint-Augustin s'est appuyé pour élaborer la doctrine de la Trinité, mais avec des limites bien sûr, parce que là-bas c'est essentiellement philosophique, ici nous avons une pensée rationnelle avec ses limites. Parce que l'un plotinien correspond à Dieu, c'est Dieu. Identité de l'un est Dieu. L'intellect, c'est l'esprit. L'esprit, c'est qui? Esprit Saint, troisième personne chez Saint-Augustin, mais chez Plotin, c'est la deuxième entité des hypostases. Et nous avons l'âme. L'âme, c'est qui? Identifié à Jésus. Donc, nous avons les entités hypostatiques, mais nous n'avons pas la même hiérarchisation, attention. Mais il y a aussi beaucoup de limites. Parce que chez nous, par exemple, dans la création, nous parlons de création, en religion, nous parlons de création ex nihilo, de rien. Ici, chez Plotin, nous avons vu que la création, c'est par dérivation. Les choses dérivent d'eux. Qu'est-ce que la providence chez les catholiques? Qu'est-ce que la providence dans la pensée plotinienne? Les idées, qu'est-ce que c'est? Le destin, l'essence, l'âme, etc., etc.
Donc ça sont les interprètes médiévaux, en lequel les pères de l'Église ont beaucoup puisé chez lui par rapport à son approche des différents thèmes. Et nous avons enfin la pensée contemporaine, plus récente encore, notamment en France avec les travaux de Blumenthal, Jean-Pierre Hadot, qui ont essayé de reprendre Plotin avec les préoccupations actuelles, les préoccupations de la société actuelle, parce qu'il faut actualiser une pensée, sinon elle reste stérile. Dans le deuxième tome, je vous ai dit qu'il y a eu une approche personnelle, une interprétation personnelle. Il ne suffit pas de lire et de s'en tenir là. Il faut dire autre chose qui n'est pas dit par l'auteur, qui n'est pas prise en charge par l'auteur. Et c'est dans ce sens que les interprètes récents, notamment les philosophes français, ont essayé d'adapter la philosophie plotinienne au contexte actuel. Alors, pour finir, je dis que l'humanité actuelle, vivant une ère singulièrement matérialiste, n'oubliez pas, l'entretien c'est penser la philosophie de Plotin, ou Plotin entre rationalité et spiritualité. Plotin qui navigue entre la rationalité philosophique et la spiritualité théologique. Donc cette humanité, vivant une ère singulièrement matérialiste, est dans un contexte d'explosion des techniques de l'information et de la communication. Je ne vous apprends rien. Et nous avons un déséquilibre, on dirait, entre l'esprit, le corps. Nous entendons, ou j'entends encore, la voix sage et érudite d'un vieux maître de la Sorbonne, Jean Sirinelli, vous connaissez, qui disait à ses étudiants: ne vous faites pas d'idées là-dessus. Toutes les philosophies, toutes les théologies, toute la théologie, donc toutes les philosophies sont en quête d'une seule et même chose. Quelle est cette chose? L'âme anime quoi? Le corps. Et c'est pour que le corps vive. Donc nous sommes en quête d'un bios. Bios, biologie. Nous sommes en quête d'une vie. On veut vivre physiquement, éthiquement, etc., etc. Donc nous voulons atteindre une certaine conduite de vie. Nous voulons vivre. Aujourd'hui là, nous mangeons, nous parlons, nous vivons parce que nous voulons vivre. Nous prions aussi parce que nous voulons vivre. Quand nous sommes malades, nous prions. Donc nous sommes en quête d'un bios. Le bios physique, intellectuel, spirituel, etc. Et tout ça, on peut l'atteindre par la conduite de notre vie. Praxis et théoria, rappelez-vous tout à l'heure. Une conduite de vie, et c'est pour atteindre le spirituel par le rationnel. Par l'étude, par la conduite de notre vie, nous voulons parvenir, rappelez-vous, le télos, ou la finalité plotinienne, c'est bien d'atteindre l'un, de communier avec l'un. Et donc nous voulons atteindre le spirituel, mais par la ratiocination, par le calcul, par le raisonnement. Alors, à cet égard, puisque nous voulons atteindre le spirituel par le rationnel, la lecture de la philosophie de Plotin, penser la philosophie de Plotin, doit tenir pour moi, à mon humble avis, d'un double plan de réception. Le premier, c'est que le siècle de Plotin, 3e siècle, est à la croisée de l'antique culture païenne et des nouvelles valeurs de la chrétienté qui parfois se rencontrent, s'embrassent, ou bien se rencontrent pour se séparer. Et pour cela, nous devons tenir compte de la culture ambiante. Pour nous aujourd'hui, qui sommes là à Saint-Pierre-du-Port, aider à la gestation du christianisme dans les esprits, mais à partir de données philosophiques. Dans nos homélies, c'est plus le théologique, le spirituel, mais la rationalité aussi pour aider à saisir Dieu. Et c'est peut-être là, par là qu'il faut commencer pour
un essai de saisie, de compréhension de la théologie de tout ce qui est Dieu. La philosophie peut aider éminemment à la conception de l'ensemble des écrits philosophiques. Voilà. Les concepts philosophiques, et si vous regardez bien, ceux qui ont une certaine formation philosophique et théologique, il y a une présence extraordinaire des concepts philosophiques en théologie. Ce n'est pas pour rien que les séminaristes, par exemple, commencent par un cursus philosophique avant de continuer le circuit théologique au séminaire. La deuxième réception actuelle des traités vient répondre à la question du sens. Sens, finalité, quel est le sens de la vie? Nous voulons vivre, hein? Le bios. Mais quel sens voulons-nous donner à cette vie? Et cela nous interpelle tous. Nous devons nous poser la question. Procéder à une introspection personnelle pour dire, voilà, quel est le sens de ma vie? Quel sens je donne à ma vie? Et quel sens je voudrais que les autres donnent à la vie? Alors nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, après avoir créé durablement une civilisation du sensible dans laquelle nous sommes immergés, plongés, nous nous interrogeons sur la suite à donner à notre vie, à notre histoire personnelle et communautaire. C'est la deuxième réception de cet ouvrage. Alors, l'intérêt d'une telle étude réside dans la mise en évidence de l'idéalisme, parce que je vous ai parlé du matérialisme caractéristique de notre ère. Donc, la mise en évidence de l'idéalisme plotinien qui peut aider l'homme en le libérant du joug du matérialisme, mais également à relever ou à faire face aux nombreux défis que pose la vie à l'homme d'aujourd'hui. Devant la recherche tatillonne et parfois mal orientée du salut, on veut vivre, on veut atteindre le salut. Cette recherche que j'ai essayé de faire peut contribuer à éclairer l'esprit de l'homme qui a oublié qui il est, qui sommes-nous, et qui pense réaliser seul son salut. Quand bien même on irait à l'église tous les jours, parfois on peut se dire, bon, je peux mettre Dieu à côté et puis bon. Demander à un homme, à un autre. Question du salut. Pourtant, et c'est réel, l'aspiration à un idéal de vie étreint l'homme postmoderne. Nous sommes engagés ça. Sous ce rapport, visiter la pensée plotinienne peut être un tremplin pour relever l'homme et le défi de la renaissance africaine, de la renaissance humaine tout court. Un tel idéal permettrait aux arts et aux religions de retrouver le rôle essentiel et par conséquent de redonner à l'homme la foi en son destin et en sa renaissance pour ne plus assujettir la vie de l'esprit, pour ne plus assujettir la vie de l'âme aux exigences du corps, exigences toujours plus oppressantes, exigences toujours plus angoissantes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, merci chère sœur. C'était vraiment un café théologique exceptionnel que nous avons eu aujourd'hui grâce à vous. J'allais dire, si vous le permettez, de haute volée. Avec la publication de vos ouvrages, et je le redis pour nos éditeurs qui nous rejoignent, nous avons la grande joie, la grande grâce d'accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce 195e café théologique, sœur Gilles Aimé VI. Alors nous le connaissons tous, sœur Gilles Aimé, ou en tout cas peut-être pas complètement. Elle est bien sûr la directrice de l'institution de l'Immaculée Conception, à proximité de cette paroisse Saint-Pierre-du-Port, mais elle est titulaire d'un doctorat en philosophie et elle enseigne la philosophie ancienne à l'université Cheikh Anta Diop et également pour les futurs prêtres notamment et les fidèles laïcs qui envisagent un cycle de théologie, une licence de théologie, elle leur enseigne la théologie ancienne au centre Saint-Augustin. Ma sœur, merci, merci et bravo. Vous nous donnez des repères, c'est bien le sens de la philosophie, n'est-ce pas, pour atteindre le spirituel par le rationnel, et grâce à la pensée de Plotin, ce philosophe du IIIe siècle qui a beaucoup inspiré les pères de l'Église, et vous citiez notamment en particulier Saint Augustin.
l'originalité de la pensée de Plotin par rapport à ses anciens, Socrate et Aristote également, c'était un volet de votre magnifique exposé. Mais vous nous disiez aussi, ou plutôt j'aimerais reprendre une phrase, une seule, de la jaquette, un extrait de la préface de Placide Mandona, qui nous dira bien ce qu'est aussi votre ouvrage, me semble-t-il. Plus qu'un livre, enfin cette collection, cet ensemble de 4 tomes, plus qu'un livre de philosophie consacré à un auteur incommensurable de l'Antiquité, cet ouvrage est aussi le moment de la célébration de ce que ne comprend pas notre nature naturante, toujours naturée par elle-même. Facile comme difficile, le livre garde et mérite toute son importance incontestable. Pour tout dire, il est l'un des meilleurs livres de notre époque. C'est magnifique. C'est Placide Mandona, qui est théologien, qui préface au fond vos 4 ouvrages. Je rappelle trois des 4. Il y a donc 4 ouvrages que vous venez de faire paraître aux éditions L'Harmattan, qui s'intitule « Penser la philosophie de Plotin » avec des 4 tomes très différents et qui montrent toute la cohérence de votre travail et de votre recherche sur cette très belle figure, très grande figure qui a ouvert la théologie. Ma sœur, un immense merci. Je voudrais dire à tous nos auditeurs et à vous aussi qui êtes ici dans le cadre de ce café théologique que ces ouvrages sont disponibles, bien entendu, aux éditions L'Harmattan, auprès de vous-même, ma sœur, mais également à la librairie La Procure, à la paroisse Saint-Pierre-du-Port. Au prix de 15 000 francs, vous aurez là des ouvrages fondamentaux. À qui s'adressent ces ouvrages, ma sœur? Venez nous le dire, parce qu'on peut s'interroger néanmoins. Alors, à qui s'adresse? À vous autres en premier, hein, ils sont là, on fait un peu de pub. Mais vraiment, mon désir était de remettre entre les mains des étudiants, d'abord, parce que j'ai vu que vraiment, c'était la pauvreté dans les bibliothèques en matière d'ouvrages philosophiques. Les étudiants, les chercheurs, les professeurs, de petits lecteurs courants qui peuvent s'essayer, par exemple, au premier tome pour lire. Parce que généralement on dit c'est difficile, c'est ardu, c'est corsé, etc. Mais on peut rentrer petit à petit, comme dit Descartes. Il faut lire, il faut lire, il faut relire. Et au bout du compte, après 3-4 lectures, on comprend. Donc ce livre pourrait s'adresser à tout un chacun. Voilà. Avec un certain niveau de culture. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Grande joie encore de vous avoir accueilli, sœur Gilles et Messis. Pensez la philosophie de Plotin entre rationalité et spiritualité. Je vais, comme à l'issue de chaque café théologique, vous bénir tous et bénir évidemment par là même tous nos auditeurs de la radio Espérance FM et de la web radio Miséricordia. Et puis c'est une joie aussi de vous annoncer le prochain café théologique, jeudi prochain, le 4 juillet. C'est un fidèle laïc que nous accueillerons. C'est un journaliste aussi, il est journaliste à la web radio Miséricordia, c'est Moïse Takougang, qui nous parlera, et c'est original que ce soit un fidèle laïc qui le fasse, qui nous présentera un document du magistère, à savoir l'exhortation apostolique du Saint-Père, du pape François, sur la sainteté. La sainteté, c'est une perspective qui nous est donnée par le Concile Vatican II, et nous tous, quel que soit notre état de vie, que nous soyons fidèles laïcs, religieux, religieuses, consacrés, prêtres, nous sommes appelés à la sainteté. Eh bien, je suis très heureux que nous puissions accueillir dans 8 jours Moïse Takougang, qui, comme théologien et fidèle laïc, nous présentera cette magnifique exhortation apostolique du Saint-Père, du pape François, sur l'appel à la sainteté. Voilà, sœurs et frères, bon après-midi à chacun de vous, bonne digestion peut-être à vous, c'était bon? C'était bon? Et venez déjeuner, et si vous le voulez bien, jeudi prochain, 4 juillet, c'est à 13h10 jusqu'à 13h50, accueil à partir de 12h30 à la paroisse Saint-Pierre-du-Port. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Seigneur. Bon après-midi à chacun de vous et encore merci, ma sœur.
Les cafés théologiques avec le Père Christophe Burette.